Vous écoutez France Culture. À voix nue, Laurent Lemire s'entretient avec le physicien Étienne Klein. Aujourd'hui, dans ce troisième volet, nous évoquerons l'un de ses sujets favoris auquel Étienne Klein a consacré sa thèse, un sujet aux frontières de la science et de la philosophie, le temps. Tout le monde a sa petite idée sur ce qu'est le temps, mais dès qu'on cherche à le définir, il s'évapore. Disons que c'est la définition la plus fréquente et c'est même une sorte d'évidence qui s'impose à nous, puisque la seule chose qu'on ne remette pas en cause à propos du temps, c'est le fait qu'il passe. Et jamais on ne s'arrête pour se demander s'il est vrai qu'il passe. Et en réalité, quand on se pose vraiment la question « est-ce que le temps passe ?», on s'aperçoit que d'abord cette expression est ambiguë, et d'autre part, la réponse qu'on peut apporter à cette question n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire que dans l'idée que le temps passe, il y a l'idée que le présent constamment se renouvelle et se présente sous une forme différente. Mais en même temps, ce temps qui passe, il est toujours là. Il est toujours là, identique à lui-même. Et quand on veut dire que le temps passe, on veut dire en fait que les moments du temps, le futur, le présent, le passé, se succèdent les uns les autres. Mais cette succession des moments du temps signifie-t-elle que le temps lui-même passe ? Et donc à chaque fois qu'on propose une définition du temps, finalement, on joue sur des métaphores, on dit que le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe, ou que le temps est l'image mobile de l'éternité immobile, ou bien que c'est le nombre de mouvements selon l'avant et l'après. Enfin bref, toutes ces définitions, en fait, n'en sont pas, parce qu'elles contiennent déjà l'idée de temps. Et alors, comment avancer ? Eh bien, en tentant de dire ce qu'est la fonction fondamentale du temps. Et on peut par exemple faire l'hypothèse que la fonction fondamentale du temps, c'est de renouveler l'instant présent. De faire en sorte qu'à chaque fois qu'un instant présent est présent, aussitôt apparu, il disparaît pour laisser la place à un autre instant présent. Et bien on voit que ce renouvellement de l'instant présent, en réalité, fait passer la réalité. Et le temps qui l'a fait passer ne passe plus puisqu'il ne cesse pas d'être là à faire passer la réalité. Autrement dit, je suis parti d'une hypothèse simple, mais la conclusion, qui est fragile parce que l'hypothèse elle-même est contestable, mais elle rejoint quelque chose qu'a découvert Newton, à savoir que le temps est la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Et ça se manifeste par le fait que dans les équations de la physique, le paramètre t par lequel on représente le temps ne dépend pas du temps. Quand vous écrivez une équation de physique, vous écrivez petit t sans avoir à peu préciser à quel moment existe ce paramètre t que vous avez symbolisé par cette lettre. C'est-à-dire que le temps est homogène. Tous les instants du temps sont différents les uns des autres, puisqu'ils apparaissent à des moments différents, mais ils ont le même statut que tous les autres instants. Autrement dit, en passant, le temps produit des instants qui ont un statut équivalent. C'est-à-dire que ce sont des instants pour lesquels les lois physiques s'appliquent de la même façon. Les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps, ce qui veut dire que vis-à-vis de ces lois, le statut du temps est toujours le même. Et donc on pourrait dire qu'il y a du mouvement dans le temps, puisqu'il y a ce travail de renouvellement qui se fait sans cesse, mais on ne peut pas dire que le temps c'est le mouvement, puisque justement, il ne change pas en passant. Étienne Klein, vous nous rappeliez justement que le temps passe, mais on peut se poser une question de néophyte. Qu'est-ce qu'il fait passer ce temps ? Alors ça, c'est la question du moteur du temps.
qui est une question qu'on se pose aujourd'hui en physique, mais qu'on ne s'est pas posée pendant très longtemps. Par exemple, Newton représente le cours du temps par un axe sur lequel il met une petite flèche. Cette petite flèche est là pour signifier que ça avance. On prend acte du fait que ça avance, sans préciser ce qui fait que ça avance. Donc le moteur du temps n'est pas désigné, on suppose qu'il existe implicitement, et on en rend compte de son existence par la petite flèche qu'on met sur l'axe des temps. Mais aujourd'hui, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui fait que le temps avance? Est-ce que ça vient du temps lui-même? Est-ce que ça vient de la physique, disons par exemple de l'expansion de l'univers? Est-ce qu'on peut physiquement expliquer le moteur du temps? Ou est-ce que ce moteur est entièrement lié à notre propre subjectivité? Autrement dit, est-ce que le temps passe? Ou est-ce que c'est notre subjectivité, disons notre cerveau, qui crée pour nous l'impression que le temps passe? Auquel cas, la question du moteur du temps n'est plus une question qui relèverait de la physique, mais qui relèverait plutôt des sciences cognitives. À charge pour elle de nous expliquer pourquoi notre cerveau fabrique l'impression que le temps passe. Et là, vous voyez que sur cet exemple tout bête, la question de qu'est-ce qui fait que le temps passe ou qu'est-ce qui fait que le temps avance, on voit que tout de suite, on doit s'affronter ou affronter des pièges. Des pièges. Alors, moi, quand je me suis intéressé à la question du temps, quand j'avais à peu près 30 ans, j'ai assez vite vu qu'il y avait des pièges partout. Le piège le plus important, c'est le piège du langage. Le langage n'a pas évolué depuis des siècles. Notre façon de dire le temps est la même aujourd'hui qu'elle était avant Galilée. Galilée est le premier à avoir introduit ce paramètre temps pour décrire une loi physique, en l'occurrence la chute des corps. Mais notre langage est complètement étanche par rapport aux révolutions que la physique a pu produire sur le temps. On parle du temps comme on en a toujours parlé. Et si on lit aujourd'hui, par exemple, le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin qui est consacré au temps, on comprend tout. Penser, c'est être en lutte avec la langue, dit Wittgenstein. Et donc, si on veut bien penser le temps, il faut d'abord critiquer notre façon de le décrire. Et toutes les expressions qu'on utilise chaque jour pour dire le temps sont très ambiguës, puisque ce mot temps est victime d'une polysémie fulgurante. Il peut dire à la fois le mouvement, le changement, le devenir, la succession, la simultanéité, l'argent, la mort, etc. Donc c'est un mot valise qui, dans beaucoup d'occurrences, pourrait être remplacé par un mot plus précis qui, si on l'employait, dirait mieux ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du temps. Et pourquoi, Étienne Klein, le langage ne s'est-il pas adapté aux révolutions scientifiques, celles de Galilée? Parce qu'en gros, vous nous montrez, vous expliquez bien que de Saint-Augustin à Merleau-Ponty, donc dans le domaine de la philosophie, l'idée du temps, je dirais pas, elle est restée tout à fait la même, mais n'a pas suivi les grands bouleversements apportés par la science. Alors ça, c'est une question bien difficile que vous posez là, parce qu'en fait, la physique, et même la science en général, elle n'existe pas déjà dans la langue. La physique n'existe pas dans la langue. La physique nous dit autre chose que ce que le langage commun nous dicte. Et donc, si on veut dire la physique dans la langue, et c'est ce qu'on doit faire si on veut que les connaissances que nous apporte la physique soient connues d'un public plus large, si on veut diffuser ce qu'on appelle la culture scientifique et technique, il faut bien dire la science avec des mots. Et donc, ça demande un travail assez spécial, c'est-à-dire qu'il faut faire un saut à l'intérieur même de la langue pour se déplacer de telle sorte que le discours de la science devienne facile à exprimer. Et ça veut dire dire avec la langue des choses que la langue ne dit pas. Parce que le problème aussi fondamental, le rapport qu'on peut avoir avec le temps et la notion de temps, est que celui des physiciens n'est pas tout à fait celui de Monsieur Tout-le-Monde et de la manière dont on l'appréhende au quotidien. C'est-à-dire que le temps physique n'est peut-être pas le temps de la vie humaine. Alors ça, c'est une difficulté supplémentaire, c'est que chacun d'entre nous se déclare compétent pour parler du temps. C'est-à-dire qu'on parle du temps comme un objet familier. Je n'ai pas le temps, je perds mon temps, etc. C'est presque un être domestique. On parle même de gérer le temps. Alors s'il y a vraiment une chose qu'on ne peut pas gérer, c'est le temps. On peut bien sûr gérer son emploi du temps. Mais l'emploi du temps, ce n'est pas la même chose que le temps. Et donc, par le langage, nous créons des artifices
qui nous font croire que nous avons avec le temps un rapport évident, immédiat, facile à comprendre, facile à analyser. Et il faut faire tout un travail critique pour réinterroger ces notions qui, au cours des siècles, ont sédimenté dans la langue avec des couches tellement épaisses qu'on n'arrive plus à savoir d'où proviennent ces formules toutes faites que nous utilisons sans y prendre garde. Et donc le piège du langage, c'est sans doute le piège principal qu'on doit affronter lorsqu'on s'intéresse à la question du temps. Mais il y a d'autres pièges. Il y a d'autres pièges. Il y a celui qui concerne plutôt les scientifiques. Les scientifiques représentent le temps par un paramètre mathématique petit t, qu'on retrouve dans toutes les équations fondamentales de la physique. Bon, mes étudiants, par exemple, considèrent que le temps, c'est t. Et à partir du moment où le temps a été mathématisé, toutes les questions que nous pouvions nous poser à son propos sont résolues du fait même qu'il a été représenté par une variable mathématique. Donc la mathématisation du temps est la solution à tous les problèmes, à toutes les questions que nous pouvons nous poser à propos du temps. Et c'est tout un travail avec les étudiants de leur montrer que cette mathématisation du temps soulève presque autant de questions qu'elle en résout. Par exemple, si vous tracez le temps par un axe sur lequel vous mettez une flèche, il y a la question de savoir si cet axe est une droite, une demi-droite, un segment de droite. Est-ce que le temps a une origine ou pas? Ou est-ce qu'il a toujours été présent? Il y a la question de savoir comment cet axe des temps est-il temporellement parcouru. Vous savez, sur l'axe, on met un petit point qui représente le présent, et puis on dit, voilà, cet instant présent se déplace de la gauche vers la droite sur cet axe. Et à un instant donné, il n'y a qu'un seul instant qui soit présent, c'est l'instant présent. Mais quand vous êtes présent à l'instant présent, où sont les autres instants? Est-ce qu'ils existent déjà ou encore, mais vous n'y êtes pas présent ou plus présent? Ou est-ce que finalement n'existe que l'instant présent qui serait bordé par deux néants, un à gauche qui correspond au passé, un à droite qui correspond au futur? Autrement dit, l'instant présent s'écoule-t-il, se déplace-t-il sur un axe qui est présent de toute éternité? Ou bien est-ce la succession de ces positions successives qui, par intégration, produit ce que nous appelons l'axe des temps? Vous avez montré qu'il y a quand même Étienne Klein, une flèche du temps, quand même. Est-ce qu'il y a irréversibilité, réversibilité du temps? Parce que vous parliez de Einstein, dans l'idée de pas mal de gens, il y a une relativité temporelle, donc une possibilité peut-être de remonter le temps. Est-ce que tout ça, c'est aujourd'hui clarifié ou il y a encore des théories un peu fantaisistes sur le sujet? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été clarifiées, mais on a longtemps baigné dans une sorte de confusion à propos de cette notion de flèche du temps. Un problème est apparu au XIXe siècle quand on s'est rendu compte que les équations de la physique sont réversibles en temps. C'est-à-dire que tout ce qu'un phénomène physique peut faire, d'après les équations, il peut aussi le défaire. Autrement dit, n'importe quel système doit pouvoir retrouver dans son futur un état physique qu'il a connu dans son passé. Donc son évolution, d'après les équations, est nécessairement réversible. Or, tout autour de nous, nous voyons des phénomènes irréversibles. Et même lorsque vous projetez sur un mur, sur un écran, le film de vos vacances, si vous voyez votre enfant sortir de l'eau tout sec et se retrouver debout sur un plongeoir, vous devinez immédiatement que vous avez mis le film à l'envers. D'accord ? Parce que ce phénomène-là, que vous avez vu sur l'écran, en fait, est non physique. Et donc, les phénomènes sont irréversibles. Or, les équations de la physique nous disent non, tous les phénomènes sont réversibles. Et il y a eu un débat très intense, très violent même, au XIXe siècle, dans la deuxième moitié, où des physiciens ont dit mais les équations réversibles de la physique sont les bonnes équations. Charge à nous de comprendre d'où vient l'irréversibilité des phénomènes que nous constatons autour de nous. Et puis d'autres physiciens ont dit mais non, l'irréversibilité des phénomènes est une expérience évidente que la physique dans ses équations nie, donc la physique est fausse, la physique n'a pas bien traité la question du temps.
Et tout ça a montré, dans les débats notamment qui ont opposé Boltzmann, un des pères de la mécanique statistique, aux énergétistes qui étaient ces scientifiques qui contestaient les équations de la physique de type newtonien, donc des équations qui étaient réversibles, a montré qu'il y avait une confusion entre l'irréversibilité du temps même. Le temps est toujours irréversible. Étienne Klein, vous expliquiez que le facteur temps ne sonne jamais deux fois, donc il y a quand même une irréversibilité. Vous l'avez bien expliqué à l'instant. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu un moment donné où le temps n'existait pas? Est-ce que le temps a préexisté à l'univers? Est-ce qu'il y a un début au temps? La question que vous posez, c'est la question de l'origine. La question de l'origine du temps, c'est-à-dire le temps a-t-il connu un premier instant? Et si oui, qu'y avait-il avant ce premier instant? Bon. Et quelles que soient les notions qu'on envisage, la matière, la conscience, l'univers, l'espace, le temps, on est amené à se poser la question de l'origine, surtout depuis que l'on sait que l'univers est en expansion. L'univers a eu une histoire, il a évolué. Et on se pose la question du commencement de cette histoire. Alors, une partie de la question est parfaitement légitime, et il y en a une autre qui vient peut-être du fait que notre langage, notre système de pensée, qui nous vient des Grecs, est un système ontologique. C'est-à-dire nous désignons les objets par des noms. Et la question de savoir comment sont apparus ces objets est une question qui nous expose à des paradoxes. Comment décrire la naissance de l'être hors de l'être? Et François Julien vient de publier un livre qui s'appelle Transformation silencieuse, dans lequel il montre que les Chinois, qui n'ont pas ce langage ontologique comme nous l'avons, ne se posent pas la question de l'origine. Nous avons du mal, nous, à dire le changement, à dire les évolutions, parce que les évolutions concernent les choses changent, mais pour pouvoir dire qu'elles changent, ces choses, il faut que quelque chose dans ces choses ne change pas pour qu'on puisse dire que ce sont elles qui changent. Et quand on dit que X, la chose X change, ce qu'on veut dire, c'est que des propriétés de X ont changé, mais X, dans ce changement, a gardé son identité de X. Ce qui nous permet de dire que X change. Et donc on est embarrassé pour dire le changement, et encore plus pour dire l'origine. Et d'ailleurs, lorsqu'on entend, lorsqu'on écoute attentivement même des scientifiques qui parlent de l'origine, qu'il s'agit de la conscience, de l'homme, de la pensée, de la matière, on se rend compte que les origines qu'ils décrivent sont toujours des filiations ou des généalogies. Par exemple, ils nous expliquent comment les atomes sont fabriqués au sein des étoiles. Et donc, l'origine des atomes, ce sont les étoiles. Et donc, ce qu'on décrit comme une origine en l'occurrence, c'est plutôt l'achèvement d'un processus démarré antérieurement qui a produit les atomes. Donc, l'origine des atomes est décrite comme la conséquence d'un processus antérieur. Autrement dit, quand on décrit l'origine de quelque chose en physique, on met en avant une cuisse de Jupiter qui contient tous les éléments de réalité et aussi toutes les lois qui sont nécessaires pour rendre compte de l'émergence d'une nouvelle entité, en l'occurrence les atomes. D'accord ? Donc les origines qu'on décrit ont besoin d'un déjà là, ce que j'appelle une cuisse de Jupiter. Mais ensuite, il faut se poser la question de l'origine de cette cuisse de Jupiter. Et on invoque une autre cuisse. Et on est soumis ainsi à des régressions infinies qui font que la question de l'origine absolue, c'est-à-dire comment quelque chose a pu apparaître à partir de rien, sans qu'on puisse la décrire comme l'effet d'une cause préalable, est une question, pour le coup, authentiquement métaphysique. Alors, pour répondre à votre question, s'agissant du temps, il y a deux façons d'entendre la question, parce que le mot origine, il peut être pris dans un sens chronologique. C'est comment le temps est-il né dans le temps. Bon. Mais on peut aussi l'entendre sous une forme causale ou ontologique, c'est-à-dire de quoi provient le temps. Et là, on tombe sur des considérations qui sont très actives
en recherche en physique aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis Newton, finalement, on considère que l'espace et le temps, disons l'espace-temps, parce que Einstein est passé par là et a montré qu'on ne pouvait pas penser l'un sans l'autre, mais on a considéré que l'espace-temps était une substance, était substantiel. C'est-à-dire que l'espace-temps est une notion primitive qui préexiste aux objets qui prennent place dans l'espace-temps. Donc il y a d'abord l'espace-temps et ensuite les objets. Et au moment où Newton avait suggéré cette idée, on se souvient que Leibniz l'avait critiqué en disant tu fais de l'espace-temps une entité vraiment métaphysique. En réalité, la seule chose qui existe, ce sont les objets physiques, dont nous disons les relations de succession ou les relations de contiguïté en termes de temps et d'espace. Autrement dit, l'espace et le temps, au lieu d'être des notions primitives qui préexistent aux objets, en fait, émergent des objets, ou plutôt apparaissent lorsque nous voulons, nous, les humains, dire les relations qu'ont entre eux les objets. Donc ce sont des propriétés secondaires et non pas primitives. Et au cours de l'histoire qui a suivi, c'est plutôt Newton qui a gagné, parce que la physique classique, la thermodynamique, la relativité restreinte, la mécanique quantique considèrent que l'espace-temps est primitif. On se donne un espace-temps et ensuite on fait de la physique. Or aujourd'hui, les chercheurs qui essaient de construire une théorie unifiée, capable de décrire dans le même cadre mathématique les 4 interactions fondamentales de la physique, ont à trancher cette question. Est-ce que l'espace-temps, qui peut avoir plus que 4 dimensions d'ailleurs, préexiste aux objets ou est-ce qu'il émane des objets? Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des supercordes ou d'autres théories comme la théorie quantique à boucle. Ces théories s'opposent par le choix qu'elles font au départ. Pour la théorie des cordes, l'espace-temps a 10 ou 11 dimensions, mais il préexiste aux objets, alors que d'autres théories essaient de montrer que l'espace-temps peut être construit à partir d'un monde sous-jacent dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps. Auquel cas, il apparaît, cet espace-temps, comme une propriété émergente. La meilleure métaphore que je puisse vous proposer pour expliquer ce phénomène, c'est lorsque vous regardez un écran de télévision, de vieille télévision, je ne parle pas des écrans plats, de très près, vous voyez des points blancs qui s'impriment sur l'écran. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme. Ça fait d'ailleurs très mal aux yeux. Puis si vous prenez du recul, vous éloignez du poste, et vous allez voir apparaître des couleurs, des formes, qui n'apparaissaient pas lorsque vous aviez le nez collé à l'écran. Ça veut dire que cette structure de l'image n'apparaît qu'au-delà d'une certaine échelle de distance. Et l'idée que poursuivent certains physiciens consiste à étudier un inframonde, si vous voulez, dans lequel il y a des événements, il n'y a pas vraiment d'espace et de temps, il y a des relations causales entre les événements, et de montrer que quand on regarde ce monde à une échelle plus grande, eh bien on voit apparaître l'espace-temps lisse et continu qu'on trouve dans les équations de la physique ordinaire, si vous voulez. Et l'espace-temps, du coup, change complètement de statut. Il est une émanation, et non pas une substance qu'on pose préalablement, antérieurement à tout objet physique qui viendrait y prendre place. Vous avez, Étienne Klein, travaillé en tant que philosophe et scientifique sur le temps. Vous avez votre thèse de philosophie sur grande partie sur le temps, l'unité de la physique, vos livres sur l'explication du temps que vous venez nous redonner. Aujourd'hui, il y a quand même quelques-uns de vos confrères physiciens qui tranchent le débat un peu radicalement en considérant que le temps, finalement, ça n'existerait pas. Oui, je sais bien, mais il faut... Alors, quand on dit le temps n'existe pas, qu'est-ce qui existe? Et quelle est cette chose qu'on appelle le temps dont on dit qu'elle n'existe pas? Donc, des formules aussi lapidaires, évidemment, ne peuvent pas trancher le débat autrement qu'en apparence. Mais il faut dire ce qu'on appelle le temps dans ces cas-là. Or, quand on dit le temps n'existe pas, ça peut vouloir dire la flèche du temps n'existe pas. C'est-à-dire l'irréversibilité que nous constatons autour de nous n'est qu'une apparence. Et c'est ce que j'ai dit, puisque la flèche du temps n'est pas dans les équations. Le devenir pris au sens de l'irréversibilité, n'est pas dans les équations de la physique. Et donc il faut interpréter les équations pour expliquer comment ces équations qui ne laissent pas de place au devenir sont capables de rendre compte du devenir.
Mais il y a si vous voulez, il y a des confusions, là encore, qui sont liées au sens trop lâche qu'on accorde aux mots. Par exemple, il y a des gens qui disent les équations de la physique sont réversibles en temps, donc la physique nie le temps. Non, la physique nie le devenir, c'est-à-dire l'irréversibilité des phénomènes. Mais le temps existe dans les équations, puisqu'il y a un cours du temps bien défini. Dire qu'on peut changer t en moins t sans que ça change l'équation n'équivaut pas à dire qu'on peut renverser le cours du temps. On peut le renverser mathématiquement, c'est-à-dire changer le signe des vitesses, ce qui n'équivaut pas à le changer physiquement. Donc dire que le temps n'existe pas au motif que le cours du temps est arbitraire, c'est aussi approximatif que de dire que la charge électrique des particules n'existe pas au motif que le signe de la charge est arbitraire. Vous savez, on dit que l'électron a une charge négative, le proton a une charge positive. On aurait pu décider du contraire. On aurait pu dire que l'électron a une charge positive et le proton a une charge négative. Ça ne change rien aux lois de la physique. Donc ce choix est arbitraire. Mais les lois qu'on déduit de ce choix arbitraire ne sont pas arbitraires. Parce qu'il reste vrai, quelle que soit la convention qu'on a choisie, que deux charges de signes opposés s'attirent et deux charges de signes égales se repoussent. Quelle que soit la convention qu'on a choisie pour dire que telle particule a une charge positive ou telle autre une charge négative. Donc vous voyez que si j'ai pu apporter quelque chose au débat, c'est d'avoir tenté de clarifier des notions que dans nos discussions, nous avons tendance à entremêler et à ne pas suffisamment distinguer. Peut-être que dans la vraie nature, le cours du temps et la flèche du temps ont une origine commune. Peut-être que l'irréversibilité du temps a au fond à voir avec l'irréversibilité des phénomènes. Mais pour autant qu'on puisse le voir, ce n'est pas ce que disent actuellement les équations de la physique. C'était À Voix Nue, troisième entretien avec Étienne Klein, équipe de réalisation Viviane Noël, Claire Levasseur et Laurent Groux.